Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Et ce soir, nous irons du côté de la capitale où se trouve actuellement Patrick Meilhan. Patrick, bonsoir. Oui, bonsoir Amina, bonsoir à toutes et à tous. Alors vous êtes en direct de Paris pour une mission particulière. Demain en effet vous serez en audition dans le cadre du renouvellement de l'autorisation d'émettre pour KTV. On en parle avec vous dans quelques instants. Et avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci, rédacteur en chef du journal télé de KTV. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors deuxième jour d'audience aujourd'hui dans le cadre du procès Roukia. Des auditions aussi sont tenues. Vous nous en direz davantage sur ce qu'il en est ressorti tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord voici les titres de ce mardi 24 novembre. Deuxième jour de procès dans l'affaire Roukia en l'absence du principal prévenu. Mathias Belmer a été interpellé ce jour et devrait être sur le territoire dès demain. En attendant, les auditions continuent avec les membres du GIR et les indicateurs qui ont défilé à la barre toute la journée. Les explications dans votre journal. Depuis 5 ans, le procès Roukia n'a cessé de faire la une des médias. La population connaît aujourd'hui parfaitement l'affaire et nous sommes ainsi partis à la rencontre des Mahorais pour savoir ce qu'ils attendent de ce triste procès. Si la précarité frappe une grande partie de la population du 101e département, les personnes en situation de handicap sont bien souvent plus touchées que quiconque. Nous avons rencontré 2 pères de famille qui, loin d'être des cas isolés, sont contraints de faire la manche pour survivre. Reportage. Deuxième jour de procès dans l'affaire Roukia. Les auditions ont débuté à 8h ce matin, toujours sans la présence du principal prévenu Mathias Belmer. D'abord introuvable, il a finalement été interpellé à La Réunion et devrait arriver à Mayotte demain. En attendant, les auditions se poursuivent avec notamment les indicateurs et les membres du GIR. Les explications dans ce sujet signées Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Limné. Les auditions ont repris ce matin dès 8h au tribunal de Mamoudzou. 2 grands absents manquaient cependant toujours à l'appel à Madame Zessaïd ainsi que Mathias Belmer. Ce dernier, activement recherché suite à un mandat d'amener délivré par le procureur à son encontre, était introuvable jusqu'en fin de matinée. Une donnée qui impliquait alors plusieurs choses, comme nous l'explique Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Suite à cet épisode de Mathias Belmer disparu, son avocat commis d'office, maître Charles Simon, s'est présenté à la barre et a fait savoir au président du tribunal et au parquet qu'il se dessaisissait de son mandat. Parce que n'ayant pas de prévenu sous la main, ne pouvant communiquer avec lui, ne pouvant travailler et auditionner son client, eh bien, il ne pouvait absolument rien faire. Alors il ne ferme pas la porte, à la défense de Mathias Belmer, mais encore faut-il que celui-ci soit sur le territoire ou au moins qu'il l'ait au téléphone. Malgré ces absences de poids, ce matin 2 prévenus ont été auditionnés. Le premier d'entre eux, Daniel Mohamed, était indicateur du GIR depuis 2008, au moment des faits en 2011. Il dit avoir obéi aux ordres et regrette avoir fait office de relais entre le groupement d'intervention régionale et Mathias Belmer, à qui il a revendu la drogue. Maître Larifou, avocat de Daniel Mohamed, voit cependant dans le rôle de son client les failles du GIR qui se sert des indicateurs à des fins pas toujours très justes. Je pense que là, on commence à aborder les choses sérieuses, puisque aujourd'hui, on a vu comment fonctionnait ce mécanisme, ces systèmes d'indic, et quels étaient les objectifs assignés aux indic et comment ça fonctionnait. Le laxisme qui nous a conduit à ce drame. Donc, on a bien compris comment ça fonctionnait, comment on utilisait la misère humaine. Nous avons constaté que les indiques qui travaillaient avec le service de l'État, ce sont tous des clandestins et d'origine comorienne. Bon, donc on a utilisé les gens complètement désespérés, des gens qui sont exposés à la misère et tout, on les a utilisés pour justement parvenir à ce crime. En effet, ce procès pourrait faire éclater certaines pratiques des forces de l'ordre, notamment en ce qui concerne le rôle des indicateurs. Leur niveau de compétence était graduel en fonction de leur efficacité. On leur promettait, il y en a même certains, notamment mon client, qui semble avoir longuement travaillé, qui s'est exposé à des risques mais périlleux pour sa vie, qui s'est vu promis un titre de séjour qui avait été établi mais qui lui a jamais été délivré. Après l'audition de Daniel Mohamed, une visioconférence du médecin légiste de Roukia a dû être reportée à demain
en raison d'un problème technique. C'est donc Jérémy Bouclet, un officier de police judiciaire accusé d'homicide involontaire ou encore d'importation de produits stupéfiants qui est passé à la barre. Une audition censée faire la lumière sur la procédure mise en place par le GIR pour gérer la drogue qui aurait causé la mort de Roukia Soundi. Cette deuxième partie, elle me concerne personnellement puisque ce sont ceux que je défends, messieurs Papa, qui va être entendu tout à l'heure, et monsieur Bouclet, qui a été entendu ce matin, ainsi que les informateurs, en tout cas celui qui est arrivé, Daniel Mohamed, qui sont sur la sellette. Cette première matinée fait apparaître d'abord que monsieur Bouclet, qui est quelqu'un qui était inexpérimenté, et en matière de stupéfiants, et en matière de gestion des informateurs. Et là, c'est une partie du dossier. L'imprudence qu'il commet en remettant en circulation ce petit échantillon de stupéfiants, elle est liée au fait qu'il est inexpérimenté, il n'a pas l'habitude. Et puis bon, les choses vont s'enchaîner, puisque effectivement, il aurait dû à ce moment-là avertir le procureur de la République pour ouvrir une information, et il ne le fait pas parce qu'il est sur le départ, il quitte l'île. Alors bien sûr qu'il y a un certain nombre une imprudence, je dirais, et un manquement donc aux règles strictes de la procédure pénale. Pour autant, ça n'en fait pas évidemment un trafiquant de drogue. Le manque d'expérience de Jérémy Bouclet après 18 ans d'exercice semble peu convaincre les juges. Quoi qu'il en soit, après une interruption aux alentours de 13h, l'audience a repris dès 14h30. Avec l'arrivée d'Ahmadam Zessaïd, l'intermédiaire pour la revente de la drogue entre Daniel Mohamed et Mathias Belmer. Il sera entendu demain puisque l'après-midi a été consacré aux auditions d'autres membres du GIR et notamment Daniel Papa, accusé d'homicide involontaire ou encore de complicité d'importation de stupéfiants. Alors Pierre, on l'a vu dans le reportage, les auditions continuent aujourd'hui, deuxième jour de procès. On a vu quelle était l'ambiance, surtout en l'absence du principal prévenu, Mathias Belmer. Écoutez, au matin, l'ambiance a été un peu tendue. Il y a eu plusieurs retards. Le président s'est un peu fâché de ces retards, notamment Mansour Kamardine. Donc voilà, c'est une ambiance un peu tendue. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, ça a été une journée consacrée, j'allais dire, à l'avant le drame, avant le décès de Roukia, les jours, les semaines avant cette drogue, comment les indicateurs se la sont procurés, ensuite comment a-t-elle été réintroduite et comment Roukia a-t-elle pu consommer cette drogue. Donc on a eu plusieurs personnes, on a eu des membres du GIR, on a eu les indicateurs, donc Daniel Mohamed, un indicateur, on a eu également Jérémy Bouclet, un officier de police judiciaire, donc c'est des personnes très importantes. Ensuite, en après-midi, il y a eu plusieurs informations très importantes aussi qui sont tombées, notamment celle de l'arrestation de Mathias Belmer, qui est actuellement à La Réunion, et puis aussi l'arrivée d'Amada Mz, qui était à La Réunion. Le procureur avait délivré donc un mandat d'amener. La police l'a interpellé hier. Il est arrivé aujourd'hui à 14h30. Il ne devait pas être entendu aujourd'hui, puis finalement en fin de soirée, là, il y a quelques minutes encore, il était entendu avec d'autres personnes. Rappelons que Amada Mz est un indicateur également. Il y a également Monsieur Boulin, l'adjudant, qui lui est témoin assisté. Peut-être rappeler un peu ce qu'est un témoin assisté. C'est pas un témoin simple, c'est pas un témoin comme les autres. C'est un témoin qui pourrait éventuellement devenir mis en cause. Voilà, donc c'est un statut un peu particulier qui a été créé en 1987. Et qui peut. Voilà, donc ces personnes sont des témoins assistés. Il y a aussi le patron du GIR, Monsieur Gauthier, qui n'a pas encore été entendu, mais qui était présent. Beaucoup de monde, mais tout tournait aujourd'hui autour de cette drogue, en fait. Alors on a vu, les auditions ont eu lieu et on a vu également apparaître des contradictions. Alors les premières contradictions, c'est aussi là que c'est important. Il y a eu notamment Daniel Papa, qui est un gendarme, qui fait partie donc de ce groupement d'intervention régionale. Il y a eu des contradictions avec ce qu'avait dit Jérémy Bouclet, des contradictions assez importantes, notamment sur l'enveloppe. Était-elle ouverte? Était-elle pas ouverte? Voilà, il y a eu plusieurs choses, plusieurs contradictions au fur et à mesure du temps, notamment lors de l'audition de Amada Mz. Il y a eu des
contradiction. Voilà, il y a eu plusieurs choses qui dénotent quand même que cette affaire, elle est très compliquée, qu'on va en apprendre encore dans les jours à venir. Il y a quelque chose d'important aussi qui est en train d'être révélé. On l'a vu dans le sujet. C'est le rôle des indicateurs et les méthodes employées par les membres du GIR. C'est-à-dire que voilà, on entend l'avocat, Maître Larifou, qui explique que parfois ils sont exploités, qu'ils prennent des risques. Alors là aussi, il y a toute une question qui tourne autour de ça. Monsieur Hamada MZ tout à l'heure avait peur, on l'a senti. J'ai pu me rendre au tribunal, j'ai pu voir qu'il avait peur. Notamment, on parlait de grossiste, on parlait de Fessoal. Fessoal, cette personne qui était à Anjouan, qui aurait été un grossiste, c'est de lui que part toute cette histoire. Et voilà, il y en aurait d'autres. Apparemment, lui ne veut pas divulguer des noms, il a peur pour sa sécurité. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Et c'est peut-être là que le bas blesse. C'est justement sur ces méthodes employées. Souvent, les indicateurs sont des personnes de la société civile qui sont infiltrées dans des réseaux parfois qu'ils connaissent, et bien souvent qu'ils connaissent déjà. Derrière, on leur promet parfois des choses comme des cartes de séjour, et c'est là il pourrait y avoir des choses qui éclatent autour de ces méthodes. Qu'est-ce qui a été respecté, qu'est-ce qui n'a pas été respecté. Donc voilà, aujourd'hui c'était vraiment une journée un peu particulière. Les auditions ont duré jusqu'à tard. Il y a une interruption entre 13h et 14h30. Là, il y a encore quelques minutes, ça continuait. Donc une journée assez éprouvante. Merci beaucoup Pierre pour ces précisions, et de toute façon on continue à en parler demain dans nos éditions tout au long de la journée. Tout à fait. Et à la reprise de l'audience à 14h30, l'annonce a été faite selon laquelle Mathias Belmer avait été retrouvé et arrêté à La Réunion. Le principal prévenu sera donc bientôt sur le territoire pour s'expliquer devant les juges, mais aussi les proches de la victime. Nous sommes ainsi partis à la rencontre de la maman de Roukia qui s'exprime pour la première fois depuis le début du procès. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Fred Souleymana. 5 ans que la famille de Roukia attend que ce procès se tienne. 5 longues années qui auront fait perdre espoir à la maman qui se dit aujourd'hui libérée d'un poids de savoir que dans quelques jours, la lumière sera faite sur le décès de sa fille. Leo vutongozi nzajazadzulwa mkini tson permete nike tranquille na ujama wangu. Mana rangu sikutongozi nzandisa ta leo karaparo fikiri amba senda ta zipare vanu leo zjezibude tsena rasa nzar karturuku karfikiri amba vanu basi. Donc leo tijiviwa ivyo amba wantu wanafanya chitendwa shino mfanya Rukia chitendwa cha peu shino pia waja maore vanu wakatolwa vanu wabelwa La Réunion. Donc harmai mahakama inu ya leo inu watu wanu waregea pia wa maore vanu watu wa ili dirasa kawaregea riseambilwa amba kula heli watu wa ilua wabaki watu asili sukia leo inu maore vanu wajua vire mahakama warongwe na zitongo zikaomba nedu azifanya ula dunia ya Rukia. Du côté de l'avocat de la défense Mansour Kamardine, le procès est aujourd'hui en cours même si l'histoire qui précède le drame est déjà en partie connue. Reste maintenant à déterminer l'implication des uns et des autres dans la mort de Roukia. Je crois que tout ce qui transparaissait dès le départ dans ce dossier se confirme, c'est-à-dire que vous avez de la drogue qui est arrivée sans aucune procédure entre les mains du GIR. Aucune procédure n'a été dressée. Ensuite, qui a été remise en circulation par les indices du GIR sans aucune procédure et qui a été finalement vendue à Mathias Belmer, qui lui l'a consommé avec Roukia, qui en est décédé. Point. Donc je crois que ce sont là les éléments. Tout le reste après, on peut pinailler, on peut faire tout ce qu'on veut, mais la littérature doit s'écarter. Ce qui est constant, ce qui est sûr, ce sont des faits constants qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation aujourd'hui. Pour la maman de Roukia, beaucoup de points restent encore à éclaircir. On lui a enlevé sa fille depuis 5 ans. Les questions se multiplient pour cette mère en deuil. Donc harma ula wa dunia ya Rukia shantambisha wa mama yae na ujamaa wangu pia levo ikawa mba Rukia lera afa wantu wanu kawahira smiri wala kawahira gendarmerie be warenge ikori wayambale wande waloedzitsa ambarisi ione
leo tijiviwa mwanapavi mana riparazi kweli mwanapavi mana mtuma maunu alio harumwai mahakama envanu bawodo afanya chitendwa shinu azikubali amba wai kweli kakanafikira amba ahire serikali ivurukia afa be akanafikira amsaidie mnyahe amba wambale ikori wazungue skochi wayambale watiar makarto wandwa tsimbe vhanu wamtita sone wane besta njabi saswafi amba manatini wamitsikana nyengi na kozlindilia hamwanangu Rukia na kumlindilia Rukia na mavuna mparewa na wahe nipare pia tongo zahe ne zazipara ontwana wanhini tongo zinu leonsa wa hukumilwe kiasi ya utosha. Après ce deuxième jour d'audition, un grand nombre de points restent à éclaircir, mais pour la famille de la victime, la tenue du procès représente un premier soulagement, en attendant un verdict qui pourrait permettre aux proches de pouvoir enfin faire leur deuil. Et après l'ouverture du procès, de nombreux Mahorais attendent de connaître la vérité sur l'affaire Rukia. Depuis 5 ans, en effet, tant de questions se posent. Que s'est-il réellement passé? Quelle est la responsabilité des uns et des autres? C'est donc avec beaucoup d'attention que la population suit le déroulement du procès. Nous sommes ainsi partis à la rencontre de la population pour recueillir ses réactions. Reportage Akila Issouf et Fred Souleymana. La majeure partie des personnes interrogées ce matin n'ont qu'un seul mot à la bouche, la vérité. Il est temps enfin de savoir ce qui s'est réellement passé en janvier 2011, impliquant des officiers censés représenter l'ordre et la justice. L'affaire intéresse au plus haut point. Je trouve quand même que voilà, qu'il faut qu'on trouve le coupable. Parce que déjà, ça fait déjà 5 ans que ça traîne. En plus, c'est le service public en fait qui sont coupables. Il faut quand même que, voilà, c'est eux qui luttent contre la sécurité et tout, c'est eux qui font les trafics. Aujourd'hui c'est Rukia, demain ça sera qui? Donc ça nous a touché vraiment. Ce que se passe de Rukia, moi je trouve très étrange parce que en fait il faut qu'on connaisse d'abord les coupables parce que ça c'est pas normal. On a besoin de connaître la vérité et qui exactement le coupable. Je pense qu'avec l'affaire Rukia, déjà, ça va aboutir à quelque chose parce qu'on a déjà entendu qu'il y a des gendarmes qui ont participé à tout ça. Ça va aboutir à quelque chose, ça va donner une vision à nos responsables, à nos élus, que ce n'est pas nous qui font tout ça, mais il y a d'autres personnes qui tirent les ficelles derrière. Alcool, drogue, se rajoute à cela la mort de Rukia. Tant de faits qui poussent les Mahorais à s'interroger sur l'évolution du 101e département. Dépassés, choqués et solidaires avec la famille de Rukia, la population attend beaucoup de la justice. Ce qui s'est passé en fait, c'est grave parce que ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Surtout que les gens qui ont été accusés, ce sont des fonctionnaires de l'État. Dans la sécurité, donc pour moi c'est pas normal parce que ces gens qui ont fait ça ils savent très bien à quoi ils s'attendaient, donc pour moi en fait ils devraient être punis, mais gravement punis. Comme c'est bon, je dirais pas un noir, mais voilà quoi, comme c'est quelqu'un comme nous, ça a mis beaucoup de temps quoi. Contrairement, c'était un Muzungu, ou un monsieur qui est connu, ça aurait dû passer vraiment vite que ce qu'on attendait. Jusqu'alors, je pense que l'argent qu'ils ont gaspillé, la famille et les membres, je pense que ils en ont assez gaspillé quoi. Moi, le plus important, que ça soit jugé ici pour la famille et qu'on sache aussi la vérité une fois pour tout. Parce que ça a traîné vraiment trop longtemps, que ça se fasse le plus rapidement aussi pour la famille aussi. Famille, amis ou anonymes, tous souhaitent enfin oublier ce drame et continuer à vivre. Mais pour cela, il faut que le voile soit levé sur les nombreuses zones d'ombre que comprend cette triste affaire. Et on continue, voilà plus de 4 ans maintenant que KTV fait partie du paysage audiovisuel de Mayotte. Et depuis ses débuts, la première chaîne privée du 101e département a conquis le cœur de nombreux Mahorais et Mahoraises. Mais pour que l'aventure continue, KTV doit se soumettre à un exercice très particulier. Et c'est Patrick Mien qui en a la charge. Patrick, vous êtes avec nous et vous êtes depuis Paris en direct.
Oui, Amina, depuis Paris en direct, je peux vous dire qu'ici, on est loin, très loin du soleil de Mayotte ou de Moélie. Ici, il fait 0 degré. Alors 0 degré, oui, c'est pas très chaud. J'espère qu'il fera un peu plus chaud dans la grande salle d'audience du CSA demain, en fin de matinée, aux alentours de 11h30, où il faudra effectivement argumenter et expliquer ce qui s'est passé depuis déjà 5 ans, depuis 2011 au CSA, faire un espèce de bilan sur l'activité de KTV en termes de programme, et puis ils vont attendre, ils vont poser des questions sur la ligne éditoriale. Est-ce qu'elle a été respectée? Est-ce que le cahier des charges du départ a été respecté? En clair, est-ce que le contrat passé avec le CSA a été respecté? On va essayer de leur démontrer que ça a été le cas. On espère que on aura une belle écoute et que ils entendront effectivement les différentes difficultés qu'on peut avoir à Mayotte. Mayotte, c'est pas Paris. Alors on leur a amené, je sais pas si vous allez la voir, on leur a amené une plaquette pour leur montrer ce qu'est Kwezi Télévision. Vous devez reconnaître normalement certaines personnes avec les 3 piliers de Kwezi, c'est-à-dire le sport, enfin l'info, le sport et la culture. Donc et puis ils auront droit également à un petit film de 3 minutes qui a été monté par l'équipe technique de Kwezi. Alors on parle des objectifs de KTV par rapport au début. Patrick, est-ce que pour vous ils ont été atteints? Est-ce qu'aujourd'hui vous parlez de cette ligne éditoriale, est-ce qu'elle a été respectée? Oui, évidemment, j'en suis persuadé. J'en veux pour preuve le courrier de félicitations qu'on a déjà eu du CSA. C'est rare que le CSA se fende d'un courrier pour féliciter. En règle générale, le CSA, c'est le gendarme de l'audiovisuel. C'était à l'occasion de notre manière dont on avait traité les élections municipales avec les temps de parole qui avaient été parfaitement respectés. C'était une première pour nous et une grosse difficulté. On avait réussi ce premier pari et puis nous, notre rôle, c'était effectivement de donner de l'information, être très attentif au pluralisme, c'est-à-dire que tout le monde puisse s'exprimer, hors de question que ce soit une chaîne communautaire, une chaîne réservée à certaines personnes. Il fallait vraiment que ce soit pour tout le monde. Bon là, je crois que Kwezi a démontré qu'on était capable effectivement de donner la parole à tout le monde, sans évidemment en contrôlant les informations pour que tout le monde n'ait pas n'importe quoi à dire, mais effectivement tout le monde a eu droit à la parole et ça reste le moment le plus important. Et puis notre engagement personnel, pas celui que nous avait demandé le CSA, c'était de produire énormément localement. Aujourd'hui, KTV, 100% des programmes qui sont diffusés sur KTV, à l'exception des clips, et encore il y en a certains qui sont fabriqués à Mayotte, 100% des programmes sont fabriqués à Mayotte, soit par les équipes de KTV, soit par les sociétés de production de Mayotte. Bref, c'est que des programmes, une chaîne 100% mahoraise. 100% mahoraise, donc un parti pris de rester proche des Mahorais, Patrick. Oui, une chaîne de proximité, et comme on l'avait pu le dire également, une chaîne d'ultra proximité, extrêmement proche de nos concitoyens. Ce qui nous intéresse en fait dans cette aventure KTV, c'est de regarder ce qui se passe à côté de chez nous, chez notre voisin. C'est ça le rôle d'une chaîne locale, d'écouter un morceau de musique qui se joue à 2 pâtés de maison de chez nous. Évidemment, quand il se passe un événement au niveau national, comme ça a été le cas là récemment avec le congrès de Versailles, eh bien on essaye effectivement de rapprocher l'actualité, de raccrocher l'actualité, de raccrocher Mayotte à cette actualité nationale en faisant venir sur les plateaux des députés, des sénateurs mahorais qui nous expliquent ce qu'est par exemple un congrès national et quelles pourraient être effectivement les différentes influences sur Mayotte. Donc voilà, nous on reste dans l'ultra proximité et si le CSA est d'accord pour nous renouveler leur confiance pour 5 ans, eh bien on restera évidemment sur cette ligne éditoriale. Donc demain soir, Patrick, n'est-ce pas ? Demain matin, demain fin de matinée, ce sera le CSA et j'espère qu'on aura la réponse dans la foulée et j'essaierai de vous la communiquer par SMS parce que juste après je prends l'avion pour vous retrouver. Et du reste, je voudrais donner un sacré coup de chapeau à toute l'équipe de la rédaction de Kwezi FM, de KTV, de France Mayotte, de l'Info Kwezi pour la couverture extraordinaire que vous faites sur le procès Roukia. J'aurais tellement aimé être avec vous et partager les embêtements qu'on peut avoir sur ce type de direct. En tout cas, bravo, chapeau. Merci beaucoup Patrick pour cette intervention et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 24 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref.
Après les attentats du 13 novembre 2015, l'état d'urgence a été décrété partout en France. Mayotte n'y fait pas exception et à ce titre, le ministère de l'Éducation nationale a prévu un dispositif particulier pour les écoles, collèges et lycées. Depuis hier 23 novembre, de nouvelles dispositions sont applicables à l'ensemble des écoles et établissements scolaires. Si la communication est restée discrète, une fiche Vigipirate rappelant les consignes de sécurité devra obligatoirement être affichée à l'entrée de toutes les structures, et ce afin d'informer les parents. Parmi la longue liste des précautions à prendre, très peu étaient cependant appliquées hier matin. Les parents s'attardant devant les grilles et les attroupements de lycéens étaient encore de rigueur. Des directives spécifiques sont dédiées aux établissements du premier et du second degré, tandis que les sorties scolaires sont quant à elles autorisées, sous réserve d'un accord délivré par l'autorité académique en lien avec le préfet. Le 101e département a vécu cette nuit sa première perquisition administrative dans le cadre de l'état d'urgence. Un témoin voisin nous a contactés dans la matinée pour confirmer l'information et nous faire part de ce qu'il a pu voir et entendre. Il affirme avoir été réveillé par les cris d'un homme et des bruits sourds répétitifs qui semblaient venir de dehors. Pensant à une agression ou à un cambriolage qui tournait mal, il a alors vu par la fenêtre des gendarmes en tenue d'intervention casqués et armés. Il parle d'une intervention rapide et dit avoir entendu « Ouvre la porte, gendarmerie, tourne-toi contre le mur ». La perquisition administrative a eu lieu chez un couple habitant au Haut-Vallon, résidence Le Filao. Le préfet de Mayotte a décidé en liaison avec le procureur de la République de procéder à cette perquisition, car les services ont eu connaissance d'une importation d'armes non légales, catégorie C, en provenance de métropole. Selon nos informations, il y aurait des gommes-cognes. Une opération de perquisition menée à 4h du matin qui a permis la découverte de nombreuses munitions dont certaines soumises à autorisation. Une personne a été interpellée et placée en garde à vue. La direction interrégionale de Météo France organise une demi-journée d'information sur les risques météorologiques à Mayotte, mercredi 25 novembre 2015, de 8h30 à 11h30 dans l'hémicycle du conseil départemental. Cette conférence a pour objectif de sensibiliser les services aux risques cycloniques, aux phénomènes météorologiques dangereux, fortes pluies, fortes houles, vents forts, orages et aux limites de la prévision météorologique associée. Après les récentes inondations qui ont notamment fait des ravages dans le sud de l'île, la plus grande vigilance doit rester de mise. Il convient de prendre des mesures appropriées pour éviter tout accident et autres drames qui se produisent chaque année en saison des pluies. Car si cette dernière peine à s'installer, le risque cyclonique n'est pas à prendre à la légère. En effet, il y a 2 jours, la tempête modérée Annabelle, premier système à être baptisé pour cette saison cyclonique 2015-2016, a fait son apparition dans le bassin océan Indien au nord-est de la Réunion. Si elle n'inquiète pas pour l'heure le 101e département, la précarité de nombreuses habitations et le manque d'infrastructures appropriées aux risques naturels sont des facteurs que les autorités se doivent de prendre en compte. D'où cette journée d'information demain, à l'initiative de Météo France. Et enfin, cela fait plus de 3 ans qu'Ali et Mahmoud s'installent tous les jours devant les supermarchés pour faire appel à la générosité des Mahorais en situation de handicap et ne pouvant travailler. Ils sont contraints de faire la manche pour survivre. Et bien que reconnaissant des dons qu'ils reçoivent quotidiennement, la situation de ces 2 pères de famille issus de l'immigration reste des plus précaires. Reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimney. Ces têtes baissées et le regard rempli de tristesse que chaque jour, ces 2 pères de famille handicapés demandent l'aumône à la sortie des supermarchés. Personnes âgées, enfants des rues ou personnes handicapées, à Mayotte, de plus en plus d'individus se postent à la sortie des commerces, la main tendue pour obtenir de quoi survivre. Ceux qui sont dans les autres magasins, c'est dans le même cas. Il n'y a pas que ici. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de sortir. Eux, au moins, ils ont la chaise roulante qui vient jusqu'au bord du magasin. Mais il y en a, ils n'ont pas eu cette chance-là. Donc, ils sont enfermés chez eux et qu'on ne puisse pas leur aider, quoi. Déjà qu'ils sont, enfin, la plupart d'eux, ils sont en situation, ils ne sont pas en règle sur l'île. Et je pense qu'on doit faire quelque chose là-dessus. Et ça me fait de la peine. Donc si seulement le gouvernement pouvait faire quelque chose pour eux, ce serait bien de ne pas venir là tout le temps, s'exposer. Parce que les gens, on est tous pareils, mais on pense tous différemment. Il y en a qui verront ça, ils diront, bon, ils font exprès. Il y en a qui verront ça, qui réagiront comme moi. Ce n'est pas un problème. S'ils ont des papiers, ils n'ont pas de papiers, on n'est pas là pour les juger. Si on peut aider, il faut aider sans juger les autres. Malgré la générosité des Mahorais, de nombreuses personnes en situation d'handicap comme Ali et Mahmoud ne bénéficient d'aucune aide à cause de leur situation administrative.
Et même s'ils se disent reconnaissants des dons qu'ils réussissent à obtenir chaque jour, c'est avec beaucoup de pudeur et de sincérité que Mahmoud accepte de répondre à nos questions. Bika sifanye nzia kama bali sisaidia demana yonamba leo bani na kai serikali wasijale kesi bani serikali deligishiao mana wasika kala lazima kama sijoke sibano marde bani barsimia kala lazima kemba rina bano kamba no serikali wasirisaidia laukana sanero mwana harna mwezi den san live nyumba san live machine live mwenge ne wamujoke sideva bani tipara vani tipara tilivi mwana mwenge wo tilivi mwana nyumba tipara ziguteza wana za wana wao alhamdulillah rabbil alamin wa maore Mwenyezi Mungu atombarikana Mwenyezi Mungu asijalie nsini itotengelia mbele bikaitoregia nyuma. Ces deux pères de famille disent être refoulés des services sociaux car ils ne sont pas mahorais. Même si les structures chargées de s'occuper des personnes porteurs de handicap arrivent à répondre aux demandes des plus défavorisés, nombreux sont ceux qui vivent encore en marge de la société et ne peuvent compter que sur la bienfaisance et la générosité des Mahorais pour subvenir à leurs besoins. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesie.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Périne pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Mansour Kamardine, avocat de la famille de Roukia. Il était ce matin au micro de Samuel Bocher. Et prochain rendez-vous avec l'information radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.